INA Podcast. Affaire Landru, épisode 2. Landru piégé au petit matin. Immédiatement après avoir croisé Landru, alias Frémier, le couple Fouillard prévient la sœur de Célestine Buisson qui la cherche sans relâche depuis 2 ans. Elle se rend au 36 quai des Orfèvres pour signaler la réapparition du mystérieux fiancé de sa sœur. Jules Belin, l'inspecteur chargé de l'enquête, remonte le fil de ces nouvelles informations et identifie un certain Henri Guillet, prétendu ingénieur, installé dans un petit appartement du 9e arrondissement de Paris. Le 11 avril 1919, après plusieurs jours de surveillance, l'inspecteur procède à l'arrestation du suspect. C'est au petit matin qu'il le cueille au saut du lit, en compagnie de sa maîtresse. Dans l'appartement, la découverte d'étranges carnets va bouleverser le cours de l'enquête. Écoutez le commissaire Belin raconter les dessous de cette arrestation au micro d'André Gillois. Je vais interroger maintenant un témoin capital, celui qui a eu l'insigne honneur d'arrêter Landru, le commissaire Belin. Monsieur Belin, je vous donne la parole. Un matin des premiers jours d'avril 1919, je reçois un dossier concernant la disparition mystérieuse en 1916 de 2 Parisiennes, mesdames Colomb et Buisson. Je me suis toujours méfié des romans feuilletons. Mais tout de même, il est bien vrai qu'il naît au cours des guerres de monstrueuses affaires criminelles. Je me mets donc immédiatement en campagne, muni du seul signalement de Landru, se faisant alors appeler Guillet. Nuit et jour, j'explore le 9e arrondissement. La chance finit par me favoriser, et j'apprends enfin qu'il existe 76 rue de Rochechouart, un monsieur Lucien Guillet se disant ingénieur. Est-ce que ce n'est pas par une demoiselle Lacoste que vous avez retrouvé cette adresse ? Effectivement, mademoiselle Lacoste était la sœur de madame Buisson, et c'est grâce à elle que j'ai obtenu cette adresse. Je cours donc 76 rue de Rochechouart. Il s'agit bien de mon homme, mais hélas, il est parti en province sans qu'on connaisse la date de son tour. Je n'abandonne point la piste, mais j'en arrive vite à la soirée du 11 avril 1919. Il était environ 11 heures du soir. J'avais passé une soirée agréable avec des camarades. Je rentrais chez moi en effectuant un détour par le 76 de la rue de Rochechouart. Devant cet immeuble, mon cœur se mit violemment à battre lorsque j'aperçus de la lumière qui filtrait à travers les persiennes de l'appartement du soi-disant Guillet, 6 au premier étage. Pour pénétrer chez Guillet, il me fallait, en vertu de la loi, attendre le jour. Je monte la garde sur le trottoir, puis en accord avec le concierge, je pénètre dans l'immeuble. Il est 2 heures du matin, je m'installe sur le paillasson de Guillet. De cette façon, pensais-je, si je m'endors et si Guillet a l'intention de s'enfuir avant le jour, il lui faudra ouvrir la porte et me passer sur le corps. À 4 heures, un dernier locataire de l'immeuble regagne son domicile. Pour éviter toutes explications avec ce noctambule, je monte l'escalier et m'installe au 6e sur le palier. Le locataire pénètre au 5e étage. Ouf! J'ai eu chaud. Puis au petit jour, c'est l'arrestation. Après bien des difficultés, Guillet se décide à m'ouvrir. Il est en pyjama, étriqué, maigrelet, la barbe en broussaille. Je le trouve ridicule. Il se refuse à me suivre et il me faut le déposer de force dans un taxi pour l'amener à mon bureau. En cours de route, je lui dis « Ah, c'est une très grave affaire que la vôtre, une affaire d'assassinat, même de plusieurs assassinats. »« Oh, dit-il, pas si vite, assassinat au pluriel, avec un S. Vous allez un peu fort, il vous faudra toutefois le prouver. » Je constatais alors que cet homme était farouchement décidé à se défendre. L'avenir allait me donner raison. Dans une poche de son veston, je découvre un carnet dont une seule page, la première, porte une écriture tracée en berre ronde de la main de mon détenu. Je lis aussi 11 noms, dont mon enquête devait établir qu'il s'agissait des 11 victimes du misérable. Il fut également découvert à son domicile un nombre considérable d'autres carnets représentant un véritable annuaire d'une comptabilité méticuleuse, avec des notes, des chiffres, des dates, car Guillet portait tout en compte.
aussi bien la sortie de 2 sous pour l'achat d'une boîte d'allumettes que les achats de charbon pour sa cuisinière de Gambet, où il brûlait ses victimes. Toutes ces comptabilités furent accablantes pour ce monstre. Comme il aimait à le dire ironiquement à son procès, ces carnets furent le bréviaire de l'accusation. Je n'en citerai qu'un exemple, digne d'une démonstration éclatante. La veille même de son départ à Gambet, d'où elle ne devait jamais revenir, Madame Buisson avait invité à déjeuner sa jeune sœur, Mademoiselle Lacoste. Les 2 femmes parlèrent de l'avenir. À un moment donné, Madame Buisson ouvrit son sac à main et compta l'argent qu'il contenait, 1035 francs. Retenez bien ce chiffre. Le lendemain du meurtre de Madame Buisson, Guillet note sur son carnet 1 billet aller-retour pour Oudan, la gare qui dessert Gambet, et 1 billet simple pour Madame Buisson. Bien sûr, elle ne reviendra pas. Il note aussi l'achat de 200 kilos de charbon. Tout en bas de la page, il écrit ces mots: récupération Buisson, 1035 francs. Donc, dès qu'il a tué la malheureuse, il s'empare de l'argent renfermé dans le sac à main. Je découvre également du Rochechouart un papier froissé sur lequel est griffonné au crayon un nom, Landru. Cette même perquisition me fait découvrir à Clichy une remise louée par Landru. Ce local est rempli de meubles, de literie. J'y découvre aussi des vêtements féminins en grand nombre, des dossiers étiquetés, reliés, qui contiennent des pièces d'identité au nom de 8 femmes, soit 8 femmes tuées par le sire de Gambet. Ces dossiers renferment également des quittances de loyer, du gaz, de l'électricité. Et c'est ainsi que je puis identifier les 11 victimes de Landru. À chaque adresse ainsi obtenue, il m'était invariablement répondu: bien sûr, Madame X, oui, j'ai bien connu. Oui, elle a bien demeuré ici, mais elle est partie en province pour se marier avec un barbu. Je connais pas le nom de ce barbu, mais depuis ce jour, j'ignore ce qu'elle est devenue. C'est le barbu qui a déménagé les meubles de l'appartement. À mes nombreuses questions, Landru se borne à dire: des maîtresses, bien sûr que j'en ai eu. Vous aussi, n'est-ce pas? Pouvez-vous me dire, monsieur Belin, ce que sont devenues vos maîtresses? Et puis, vous oubliez que vous touchez, là, le mur de ma vie privée. Tandis qu'il me résiste, on m'apporte un pneu arrivé le soir même à son adresse. Une femme qui signe Nini lui fixe rendez-vous pour le lendemain dimanche pour se rendre avec lui à Gambet. Cette femme qui ne s'est jamais fait connaître vient sûrement d'échapper à la mort. En effet, Landru à ce moment ne dispose plus que d'une 50aine de francs et il lui faut payer son terme. Cette situation explique le voyage de Nini à Gambet. L'enquête de police est ainsi terminée. Est-ce que vous avez participé à l'instruction? Oui, naturellement. Mais oui, l'instruction a été menée par un juge qui s'appelait Monsieur Bonin. Et l'instruction de cette formidable affaire dura 2 longues années. Des fouilles effectuées à Gambet amenèrent la découverte d'ossements calcinés dont les experts affirmèrent qu'ils appartenaient à plusieurs corps féminins. Il fut aussi trouvé des baleines et agrafes de corset, des épingles à cheveux, le tout atteint par le feu. Landru a correspondu à l'aide d'annonces publiées dans des feuilles spécialisées avec des centaines de femmes. C'est étonnant ce que les mots « Monsieur distingué et riche, recherche pour mariage, situation, rapport » peuvent rencontrer d'écho dans certaines âmes.